Entre 1945 et 1964, une centaine d'architectes, sous la conduite d'Auguste Perret, reconstruisent la ville. Auguste Perret, chargé de la reconstruction du Havre, décide de construire une cité moderne, emblème d'une France renaissante. Véritable poète du béton, il réinvente sur 133 hectares une cité unique à l'architecture lisible, aérée, harmonieuse et résolument innovante. Premier architecte français à oser le béton pour la construction d'immeubles, il est aussi convaincu d'utiliser ce matériau pour des raisons économiques. Il s'agit d'une véritable révolution pour l'époque et d'un changement radical par rapport aux conditions d'existence d'avant-guerre. 10 000 logements sont bâtis sur près de 200 îlots orthogonaux de 100 mètres de côté. Ces îlots de logements, ouverts, traduisent le principe moderne du droit au calme, à l'air, au soleil et à l'espace. Avant-guerre, Le Havre était une des villes les plus insalubres de France. Auguste Perret conçoit un plan classique en conservant d'anciens tracés de rues. Il détermine les espaces publics et les relie par de grandes avenues, l'avenue Foch, le boulevard François Ier et la rue de Paris. Un triangle monumental englobe la place de l'Hôtel de Ville, la porte Océane et le front de mer au sud. Prenant pour modèle la rue de Rivoli, la rue de Paris, qui relie l'Hôtel de Ville au nord et le front de mer au sud, est bordée au rez-de-chaussée et à l'entresol par des commerces, protégés sous une galerie en retrait d'une colonnade. L'ensemble est rehaussé par 3 étages d'habitation. L'avenue Foch relie l'Hôtel de Ville à la porte Océane. Elle est l'une des avenues les plus larges d'Europe. La majorité des immeubles qui la bordent a été achevée en 1954 et comporte 5 à 6 étages. Les façades sont agrémentées de bas-reliefs rendant hommage aux personnages marquants du Havre d'avant-guerre. Le boulevard François Ier forme une diagonale séparant nettement le centre-ville du front de mer. Il est bordé sur un côté par des îlots où les bâtiments se positionnent en redans, laissant place à de petits jardins triangulaires. Parallèlement, Auguste Perret choisit d'intégrer quelques tours repères, ensembles monumentaux identifiables depuis la mer. C'est le cas notamment de l'église Saint-Joseph, heureux mélange de béton et de verre coloré dont la haute silhouette domine la ville. Cette église aux allures de cathédrale est le fruit de la collaboration d'Auguste Perret et de Marguerite Huret, artiste verrier, qui imagina et joua la partition de la lumière naturelle grâce aux 12 700 verres colorés garnissant sa façade et son clocher haut de 107 mètres. L'intérieur, traité avec une saisissante économie de moyens, est grandiose.
la lumière évolue au rythme du mouvement du soleil. Mon béton est plus beau que la pierre, je le travaille, je le cisèle. Le béton est une pierre qui naît, disait Perret. À Saint-Joseph, ceux qui sont allés, ceux qui vont y aller, vous voyez qu'il y a la tour-lanterne qui repose sur 4 fois 4 piliers. Le béton là est brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'on coule le béton dans des coffrages en bois, et Perret avait demandé à ce que les coffrages soient de qualité pour qu'on voit le veinage du bois. L'intérieur des logements est lumineux et l'espace optimisé, ainsi qu'en témoigne l'appartement témoin conservé. Vous avez ici un poteau, il va des fondations jusqu'au toit terrasse. Tout le monde a bien compris que c'était un poteau porteur, 6,24 m en façade des deux côtés. 6,24 m, c'est la portée maximale des poutres en béton à l'époque. Entre deux poteaux, 3 portes-fenêtres. La porte-fenêtre, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est très important pour Perret. Cette structure poteau-poutre, standardisée, est très visible sur les immeubles. C'est fini la salle à manger Henri II, la chambre Louis XV, etc. On a un mobilier fonctionnel, pratique, de série. Regardez ce petit meuble pour enfants qui fait table, pupitre, tableau, rangement. La petite, là, est-ce que tu veux venir t'asseoir? T'as pas envie? Là, non, faut pas que j'en mette. Alors, regardez, ce petit siège, c'était pour vous montrer. On le met dans un sens ou dans un autre selon la taille de l'enfant. Et ça fait aussi un petit banc, vous voyez. Hein, donc, on est vraiment dans un mobilier qui est très fonctionnel. Construit en 1961 par des élèves d'Auguste Perret, le musée Malraux semble de facture beaucoup plus contemporaine. Sa silhouette de verre et d'acier se profile telle une figure de proue sur la mer toute proche. Le Havre est exceptionnel pour son unité et son intégrité, associant un reflet du schéma antérieur de la ville aux idées nouvelles en matière d'urbanisme et de technologie de construction. Il s'agit d'un exemple remarquable de l'architecture et de l'urbanisme d'après-guerre, fondé sur l'unité de méthodologie et le recours à la préfabrication, l'utilisation systématique d'une trame modulaire et l'exploitation novatrice du potentiel du béton. Ce sont les raisons qui ont conduit à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'enseignement, la science et la culture.